Voilà, et donc il est 9h30. On a déjà un petit quart d'heure de retard. Nous allons commencer. Désolé pour ceux d'entre nous qui vont arriver au fur et à mesure. Je suis tout d'abord très heureux d'être là parmi vous. Bienvenue à vous toutes et à quelques-uns de vous tous. Je suis, même si j'étais le seul homme, nous dirions, je devrais dire bonjour à vous tous. Mais là, dans le contexte, et spécifiquement pour cette journée, je vous accueille, vous toutes. On va parler donc des femmes, on va parler de votre rapport au travail et à la famille. Une journée, voilà, sur une matinée, une après-midi, 11 intervenants et presque 600 personnes. On a dû refuser du monde. C'est dire l'intérêt que vous portez à ce sujet. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, donc, c'est cette interrogation sur votre rapport, mesdemoiselles, mesdames, à votre travail, à votre famille, cet équilibre difficile, cette harmonisation dans votre vie, et les différents intervenants vont nous aider à réfléchir sur cet ajustement que vous devez faire au quotidien. Quels défis pour les femmes aujourd'hui? Il y en a beaucoup, et nous allons donc aujourd'hui parler plus spécifiquement de ce rapport au travail. Alors je vais mettre le PowerPoint. Ce serait mieux de le mettre directement comme ça, hop. En diaporama. J'ai demandé à la régie de pouvoir le mettre. Voilà, super. Donc, une journée consacrée à la femme, une journée consacrée à cette réflexion. Et pour présenter cette intuition fondatrice, je vais demander aux 5 organisatrices de venir me rejoindre sur scène. Et je vais demander à Pascal, qui est vraiment l'organisatrice en chef, de faire un édito, voilà, pour dire un peu l'intuition qu'elles ont eue à organiser ce colloque. S'il vous plaît, mesdames, venez me rejoindre sur scène. Voilà donc. Nous avons avec nous Diane, Isabeau, Isabelle, Brigitte et Pascal. Vous pouvez rester ensemble. Pascal, c'est à vous. Alors, je vais régler ça. D'abord, bonjour à tous et à toutes, et vraiment merci d'être là aujourd'hui. L'idée de ce colloque est née de l'association Femmes Actives et Foyers, il y a plus d'1 an déjà. En voyant les femmes épuisées, tiraillées entre leur vie professionnelle et leur désespoir de ne pas consacrer assez de temps à leur famille, et en voyant ce mot « foyer » si dénigré, il nous a paru très urgent de lancer une grande réflexion. Depuis, nous avons écouté, partagé, mûri cette réflexion au cours de très nombreux échanges. Pour Isabelle, Isabeau, Diane, Brigitte et moi, aller au bout de ce projet un peu fou mais qui nous tenait tellement à cœur, c'est très vite devenu un véritable défi. Je ne vous cache pas notre grande joie et aussi notre émotion parce que vous êtes très très nombreux aujourd'hui. L'opposition entre la femme qui travaille et la femme au foyer n'est pas d'actualité et ne sera absolument pas au cœur des débats aujourd'hui. Pas d'idéologie, pas de chemin tracé d'avance, pas de rêve, pas d'utopie. Nous sommes 590 femmes, en fait un petit peu moins parce qu'il y a quand même quelques hommes qui sont là avec nous, pour réfléchir, inventer, réinventer notre vie, relever ce défi et trouver notre juste place. Alors merci d'être là, merci d'oser prendre un temps pour vous, pour votre couple, pour vos familles, car ce n'est pas avec son temps qu'il faut vivre, mais c'est avec vos choix. Alors je laisse la parole aux intervenants qui ont tous, sans hésiter, accepté de relever ce défi avec nous
Et au nom de toutes les 5, je vous souhaite une journée riche et vraie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de passer à notre première intervenante, qui viendra pour introduire et nous plonger, nous immerger dans cette journée, quelques petites consignes. J'ai déjà vu une ou deux personnes filmer, s'il vous plaît. Ne filmez pas. Pourquoi ? Parce que très simplement, l'école militaire filme et vous filmerez moins bien que l'école militaire. Donc ne perdez pas d'énergie à filmer, ni d'enregistrer d'audio non plus. Par contre, évidemment, vous pouvez prendre des photos. Merci de vous déplacer avec discrétion, évidemment, et d'éteindre vos portables pendant les interventions, en particulier, évidemment, dans la salle. Et je serai intransigeant sur votre ponctualité, car nous avons une journée très chargée, très dense. Nous sommes à l'école militaire, donc je me permets, ayez une discipline martiale. Merci beaucoup. Et je demande à Hélène Bonhomme, est-ce que vous pouvez venir me rejoindre, s'il vous plaît ? Bonjour Hélène. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Merci. J'avais quelques petites questions à vous poser pour commencer cette journée. Merci déjà d'être venu depuis Bordeaux. Avec joie. Le voyage s'est bien passé, en TGV. Bien passé. Je travaille, mais je suis en vacances aujourd'hui. Je n'ai Ah pas d'enfant avec moi. Tout va bien. C'est mon Merci. mari qui est au foyer. Merci à votre fabuleux. Tout à fait. Alors, petite question. Hélène, vous êtes créatrice d'une communauté de mamans sur Internet, des fabuleuses, et qui sont au foyer. Dites que ce sont des fabuleuses au foyer. N'est-ce pas un peu ringard, dépassé de dire ça ? Alors, foyer, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui donne pas mal de boutons à pas mal de gens. Mais alors, pourquoi fabuleuse au foyer ? D'abord parce que moi, il y a 5 ans, je suis devenue maman 2 fois en même temps. Et pour reprendre l'expression de Florence Servan-Schreiber, toute ma vie est passée à la machine à laver. Ça a été quand même assez compliqué. Ça a été un sacré tsunami parce que vous savez, on nous dit ils tombèrent amoureux, se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. Et après, on ne sait pas ce qui se passe vraiment derrière les portes du château. Et moi, Blanche-Neige, j'aurais bien voulu la voir avec un bébé dans chaque bras, comment elle se serait débrouillée. Et donc, finalement, comme on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière les portes du château, et que dans notre propre château, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, eh bien, en tout cas, ça a été mon cas, je me suis mise à me demander ce qui clochait chez moi. Et pourquoi moi je n'y arrivais pas, alors que évidemment tout le monde y arrive parfaitement. Et donc pourquoi fabuleuse ? Mais c'est d'abord pour dire à toutes les femmes qu'elles sont fabuleuses dans un monde où on leur dit qu'elles ne sont jamais assez. On n'est jamais assez présente, on n'est jamais assez présente donc pour ses enfants, mais on n'est jamais non plus assez impliqué dans son travail, on n'est jamais assez belle, on n'est jamais assez mince, on n'est jamais assez intelligente, on ne gagne jamais assez d'argent. Donc l'idée c'est de dire vous êtes juste assez fabuleuse. Et alors, pourquoi foyer ? Ben oui, j'allais vous poser la question, pourquoi foyer ? Ce mot qui fait peur à tout le monde, et pourquoi l'assumer quand même ? Eh bien, parce que je me suis rendu compte d'une chose dans cette communauté de mamans, qui rassemble beaucoup de monde sur Internet, c'est qu'on ait un boulot ou qu'on n'ait pas de boulot, on est dans notre foyer à un moment ou à un autre de la journée. Le matin, on est dans notre foyer. Le soir, on est dans notre foyer, pendant le week-end, pendant les vacances. Et même quand on travaille, on a notre cerveau qui est encore dans notre foyer parce qu'on se dit « mince, j'ai oublié d'éteindre la machine en partant. Est-ce que j'ai bien mis un goûter dans le cartable ?» Le foyer, c'est ce lieu de tous nos défis, de tous nos challenges, et puis ce lieu qui finalement, qu'on ait un travail ou pas, occupe beaucoup nos pensées. Donc, fabuleuse au foyer, un petit peu comme Martine, vous voyez, Martine au foyer, Martine au travail, Martine à la plage, Martine, voilà. Et bien, au foyer, c'est-à-dire dans ce chapitre de nos vies de femmes, qui est un véritable chapitre de nos vies, qui fait partie de nos journées, même si certaines personnes ne veulent pas trop qu'on en parle. Vous faites la promotion de la mère au foyer, alors ? Alors, je ne suis pas mère au foyer selon l'INSEE, en tout cas. Moi, je me considère comme une mère au foyer, parce que j'ai décidé d'organiser ma vie pour être dans mon foyer. Je travaille à domicile,
Donc non, je ne fais pas la promotion du statut de la mère au foyer, puisque moi je l'ai été pendant 3 ans, et sincèrement, à certains moments, j'ai cru que j'allais mourir. Donc je fais la promotion d'une chose toute simple, c'est de dire, mesdames, vous avez un cerveau et vous avez le droit de l'utiliser pour faire des choix. Aujourd'hui, en fait, on est tiraillés, on se retrouve plus dans les différents modèles qu'on nous a proposés. On a d'un côté, je schématise beaucoup, mais le modèle de nos grands-mères, qui ne se posait pas forcément la question de leur épanouissement, ou même pas du tout, voilà, qui était, il faut le dire quand même un peu, bobonne à la maison. Donc nous, on ne veut pas ça, surtout pas. Et puis, il y a un autre modèle qui est, je schématise encore parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais le modèle de nos mamans, la génération de ma maman. Alors là, c'était les années 70, révolution sexuelle, et à elle, on leur a dit, ton épanouissement, il faut qu'il soit le plus loin possible de ton foyer, le plus loin possible de ton conjoint et le plus loin possible de tes enfants. Sauf que nous, on ne se retrouve pas non plus dans ce modèle-là, parce que nos enfants, si on les a fait, on a quand même envie de passer un petit peu de temps avec eux et pas se retrouver dans quelques décennies à se dire mince, j'ai sacrifié ma vie de famille pour ma carrière et c'est pas ça que je voulais vraiment. Et donc, aujourd'hui, il y a une génération qui est la mienne, qui ne se reconnaît ni dans ce premier modèle, ni dans le deuxième, et qui fait malheureusement une erreur. Au lieu de prendre des choses de chaque côté et puis de faire son propre choix, eh bien, ma génération veut non pas un mélange des deux, mais les deux. C'est-à-dire qu'il faut être la meilleure au bureau, avoir la meilleure équipe, gérer au mieux ses dossiers. Et puis, à côté de ça, il faut, à 11h30, être à la sortie de l'école, tout sourire, même si on s'est levé 6 fois dans la nuit, et ramener ses enfants à la maison. Et puis là, sur la table, il y a de la bouffe maison, bio, locale, et, évidemment. Et puis, si on ose râler parce que le petit n'a pas terminé son assiette, là, on va passer l'après-midi à culpabiliser parce qu'on a lu tout sur la parentalité bienveillante, éducation positive, tout ça. Et donc, maintenant, on sait qu'on peut détruire l'identité de son enfant si on râle une seule fois. Et donc, on veut les deux. Et il faut être parfaite partout. Et puis après, on s'étonne qu'on est la génération du burn-out maternel. Avant, on ne parlait pas de burn-out, ou en tout cas, on en parlait au travail. Maintenant, on en parle dans le foyer. Donc, j'ai parlé beaucoup, mais pour répondre à la question, non, je ne fais pas de promotion du statut de la mère au foyer, mais je fais la promotion de la liberté de choix, pour dire vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit de faire des choix, il y a des saisons dans la vie, faites ces choix. Hélène, j'ai une dernière question. On a quelques hommes, je crois, dans la salle. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Alors j'ai envie de leur dire 3 choses. D'abord, bravo, parce que franchement, venir passer une journée dans un colloque... Dans le titre, il y a quand même femme et foyer dans la même phrase. Donc vous êtes venus, bravo. Ensuite, j'ai envie de leur dire merci. Merci, messieurs, d'être là, parce que ces choix devraient être faits à 2. Et préparer une vie de famille, organiser une vie de famille, c'est encore mieux quand on peut décider ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la même chose et qu'on va être la même chose, mais on peut faire un travail d'équipe. Et puis ensuite, j'ai envie de leur dire... Prenez des notes, parce qu'il va y avoir des infos assez intéressantes qui vont peut-être vous donner quelques indices pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau de votre fabuleuse. Merci Hélène. On vous retrouve en début d'après-midi. Merci beaucoup. Voilà une bonne entrée en matière pour cette journée. J'invite Claire de Saint-Lager à me rejoindre sur scène. Claire de Saint-Lager, voilà, on voit ça juste après. Ça marche, oui. Ah, la photo d'Hélène, effectivement, pour voir le réel du quotidien. Claire de Saint-Lager, bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Merci. Vous êtes diplômé de l'ESCP. Vous vous êtes baladé pas mal, notamment au Cambodge. Vous vous êtes occupé de femmes, de filles, dans un foyer d'étudiantes. Vous avez créé tout d'abord Graines de Femmes pour aider les adolescentes à aller découvrir leur féminité. Ensuite, Isha Formation, des sessions de 4 jours où vous aidez les femmes à retrouver leur féminin intérieur et à rayonner. Et vous avez surtout, également,
Vous avez sorti votre premier ouvrage, La Voix de l'amoureuse, que vous dédicacerez tout à l'heure pendant la pause de déjeuner. Voix de l'amoureuse, qui est sorti donc en septembre dernier. Claire, merci beaucoup d'être là. La parole est à vous. Merci Guillaume. Alors, retrouvez l'unité pour rayonner. Mon premier défi, ça va être de tenir 20 minutes, donc de ne pas dépasser. Donc si Guillaume, vous pouvez me faire un petit signe, je suis preneuse. Alors, je suis très heureuse d'être là. Je n'ai pas du tout l'habitude de parler devant autant de personnes parce que quand je fais des sessions avec les femmes, elles sont maximum 15, parce qu'on essaye de créer justement un espace de dialogue et de partage. Et du coup, je vais commencer, mais vous allez voir, ça ne va pas être que sur ce registre, par une petite citation. Ça va être la minute littéraire pour rentrer dans ce colloque. Et c'est une citation de Rilke qui dit « La jeune fille et la femme, donc au début du XXe siècle, la jeune fille et la femme, dans l'épanouissement actuel qui est le leur, n'imiteront qu'un temps les bonnes et les mauvaises manières des hommes et n'adopteront qu'un temps leur métier. » Alors, c'est un peu de la provocation de dire cette petite citation, mais je trouvais ça assez prophétique parce que je rejoins Hélène sur le fait que aujourd'hui, ce colloque, c'est au-delà du défi des femmes, ce serait quelles sont la mission des femmes, peut-être d'inventer un nouveau modèle, un nouveau rapport au travail, une nouvelle manière de concilier ce qu'elles ont soif de concilier. Et donc, je rejoins complètement Hélène sur le fait qu'on a toute la capacité créative à inventer un nouveau modèle. Pourquoi je dis que les femmes n'imiteront qu'un temps les bonnes et les mauvaises manières des hommes? Alors, c'est pas moi qui dis ça, c'est Rilke. C'est que, en fait, le monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui repose essentiellement sur les codes et les valeurs du masculin. C'est-à-dire que le monde du travail, il a été construit par les hommes et pour les hommes. On leur reproche pas du tout, c'est normal. C'est la période où l'entreprise telle qu'elle existe a été conçue. C'était les hommes qui travaillaient en entreprise plus que les femmes. Et du coup, ils ont établi un modèle qui correspondait à leur rapport au temps, à leur gestion de l'énergie. Et quand les femmes ont décidé de rejoindre les hommes en entreprise notamment, eh bien, elles ont dû s'adapter à des modèles qui n'avaient pas été faits spécifiquement pour les femmes. Pourquoi je dis qu'il n'avait pas été fait pour les femmes? Parce que on voit bien que le rapport au temps des femmes n'est pas le même que celui des hommes. Notamment, on a quelque chose de très spécifique, nous les femmes, c'est qu'on a un rapport au temps qui est beaucoup plus cyclique. On a une manière de vivre le temps et une manière de vivre aussi notre vie de manière... on est beaucoup on essaye de relier en fait de manière harmonieuse toutes les dimensions. Ce qui fait qu'une femme, le matin, quand elle dépose son enfant à la crèche pour ensuite aller au boulot, si son enfant est malade, c'est pas parce que son enfant est à la crèche ou à l'école qu'elle passe à la case tableau Excel et que là, son cerveau ne pense plus du tout à son enfant. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand elle est au travail, elle continue de penser à son enfant, à ce qu'il se passe dans son foyer. Du coup, c'est très difficile pour elle de se vivre en petits morceaux et en cases. Et le monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui, eh bien, il est beaucoup conçu de cette façon sur le temps linéaire, la structure hiérarchique, les cases, les fonctions, les rôles différents. Et du coup, les femmes ne se retrouvent pas dans ce modèle où on se vit en petits morceaux. Et c'est compliqué. C'est ça aujourd'hui qui fait aussi qu'il y a un burn-out, c'est ce sentiment d'écarteler. Moi, je dis beaucoup que les femmes font un peu l'étoile de mer, elles remplissent tous les trucs, elles se contorsionnent pour répondre à tous les besoins. Et ça conduit vraiment à l'épuisement. D'autant plus que les femmes ont une grande capacité d'adaptation. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont réussi pendant un temps à concilier en fait, ces différents rôles. Alors, Valérie Collin-Simard, qui a écrit un livre... Quand les femmes s'éveilleront, oser le féminin, explique que ce qui est vrai sur le plan physiologique est vrai sur le plan psychologique. Et on voit bien que sur le plan physiologique, le corps de la femme, il a une capacité d'adaptation incroyable. On n'a rien qu'à voir la grossesse. C'est quand même fabuleux, le corps d'une femme. Donc on voit que la femme, elle s'adapte en fait à la situation qu'elle est en train de vivre. Et bien ça, c'est vrai sur le plan psychologique. C'est-à-dire que les femmes, naturellement, vont s'adapter aux attentes de leur foyer, de leur travail. Et elles vont avoir une très grande capacité à oublier leurs propres besoins et leurs propres désirs pour répondre aux besoins de l'environnement dans lequel elles sont plongées. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on se retrouve avec ce sujet du défi. Et donc aujourd'hui, comment tout concilier? C'était Hélène qui l'évoquait. Comment développer de manière harmonieuse toutes ces énergies
Parce que, il faut qu'on se le dise, effectivement, les femmes ont vraiment cette vocation, voilà, quelle que soit la manière dont elle va se vivre, à une forme de maternité et de fécondité, donc charnelle quand on a des enfants selon la chair, qu'on les éduque et tout, mais aussi intellectuelle, artistique, créative. Mais qu'aussi chaque femme, parce que vous êtes chacune différente, eh bien vous avez des talents uniques, vous avez des goûts uniques et vous avez une mission, une vocation à rayonner avec vos talents uniques qui vous est singulière. Et du coup, voilà comment on vit les deux. Parce que ce n'est pas du tout égoïste de la part des femmes d'avoir envie aussi de rayonner au-delà d'uniquement le foyer, parce qu'il y a des choses qui ont été déposées en vous, et vous avez c'est super, vous les donnez à vos enfants, mais elles sont aussi faites pour être données dans le monde. Et donc, voilà comment on trouve le juste équilibre. Donc, pour moi, je pense que cette envie de tout concilier chez les femmes, elle est normale. Le sujet, c'est les moyens, en fait. C'est pas le désir qui est mauvais en tant que tel, qu'est-ce qu'on va mettre en place ensuite comme stratégie pour pouvoir le vivre. Et c'est pas moi qui en parlerai aujourd'hui, c'est Marie, du rapport au temps, ou la question du temps, voilà. Mais je vais pas aller sur ce sujet aujourd'hui. Donc, j'en étais aux femmes qui ont une grande capacité à s'oublier, mais aussi, je pense que s'il y a un défi pour les femmes aujourd'hui, c'est d'arrêter d'attendre que la légitimité de leurs valeurs vienne d'une validation extérieure. Et j'avais dit aux organisatrices du colloque que je ferais une petite boutade, parce que j'avais vu qu'il y a 3 ou 4 hommes qui interviennent dans le colloque, et qu'ils avaient le double de temps des femmes qui intervenaient. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a plus de femmes et tout, mais j'étais montée sur mes grands chevaux féministes et j'avais dit quoi ? Est-ce qu'ils ont l'expérience d'être femmes ? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire de si passionnant ? Non, je sais qu'ils viennent se mettre au service des femmes, donc on les remercie d'avance. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que c'est souvent la démarche dans laquelle sont les femmes. C'est qu'est-ce que va me dire mon patron ? Qu'est-ce que va me dire mon prof ? Qu'est-ce que va me dire mon manager ? Qu'est-ce que va penser la voisine ? Est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Est-ce que c'est bien ce que je fais, mon travail ? Est-ce que je suis une bonne maman ? Et en fait, les femmes ont beaucoup de mal à se donner cette propre appréciation et à du coup assumer leur choix et à se reconnaître de la valeur. Et moi, je ne fais pas de politique, parce que ce n'est pas du tout mon créneau, parce que je pense qu'en fait, on a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on le pense, et que toutes les solutions sont en nous. En fait, on a tendance à chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Mais bon, il va falloir aller plonger dans ce qui est à l'intérieur et essayer d'aussi harmoniser tout ça. Et pour moi, ça me paraît évident, c'est que les femmes comprennent que vous n'êtes pas sans pouvoir et sans... comment dire, vous n'êtes pas... il n'y a pas que des contraintes. Et vous avez une capacité créative, vous avez une capacité... Moi, je suis admirative, émerveillée de toutes les mères que j'ai autour de moi. Élever des enfants, ça demande une créativité incroyable. Parce que, en fait, aucun enfant n'est pareil. Et ce qui marche avec un enfant ne marche pas avec un autre enfant. Donc on voit bien qu'on a beau lire tous les bouquins d'éducation, de psychologie infantile, etc. C'est pas pour ça qu'en fait on va avoir exactement la bonne réponse pour notre enfant. Là récemment, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Isabelle Laurent et qui a écrit un livre qui s'appelle « Tu es la meilleure mère du monde ». Et elle dit exactement ça. Elle dit aux femmes, en fait, si vous avez ces enfants-là, c'est que vous avez les ressources en vous pour accompagner ces enfants-là spécifiquement. Et donc du coup, vous avez en vous vraiment toutes les ressources intérieures pour pour accompagner ces enfants spécifiquement, et vous avez aussi toutes les ressources intérieures pour trouver l'équilibre qui vous correspond et qui ne sera pas le même pour toutes les femmes. Donc je tiens à le redire. Je peux comprendre, là on n'a pas le temps de faire un atelier pour trouver toutes ces ressources, je peux comprendre que pour le moment ce soit des mots et on a envie de savoir, mais c'est quoi la clé, je fais comment, par quel bout je prends, mais je tiens vraiment à le dire, c'est vrai, et aujourd'hui il y a quand même beaucoup de femmes, on parle par exemple de la génération des Millennium Moms, il y a quand même beaucoup de femmes qui réinventent en fait un nouveau modèle, donc c'est possible. Et avant de voir toutes les contraintes, parce qu'on a tendance à penser d'abord aux contraintes et on en a toutes des contraintes différentes. Déjà, il faut poser peut-être un acte de confiance et dire oui, c'est possible. Parce que sinon, on ne fait rien.
Donc peut-être ce que j'ai envie de dire aux femmes, voilà, c'est retrouver cette confiance en vous et cette confiance dans le fait que vous avez en vous toutes les ressources pour construire la vie qui vous correspond. Et je continue. Sachant que vous avez toutes les ressources de votre épanouissement, mais je pense que les premières à en douter, ce sont les femmes. Et moi, je dis beaucoup que c'est très bien de travailler sur la parité, etc., etc. Enfin, je ne sais pas si c'est très bien d'ailleurs, mais en fait, le sujet, est-ce que c'est pas que les femmes croient en elles ? Est-ce que c'est pas qu'elles croient profondément qu'elles sont des bonnes mères, qu'elles sont douées dans leur travail ? Et je pense que si c'était le cas, par exemple, on dit toujours que les femmes ne négocient pas leur salaire à l'entrée, que les hommes à l'entrée dans un boulot vont négocier leur salaire et que statistiquement les femmes négocient pas leur salaire. Est-ce qu'elles sont moins douées que les hommes et est-ce qu'elles méritent moins de négocier leur salaire ? Non. Et alors on dit il y a 20% de salaire de différence, mais c'est aussi parce que intrinsèquement les femmes ne croient pas en la valeur de leur travail et ne disent pas mais attendez, moi j'ai tel diplôme, telle capacité, etc. Je veux ça. Et en fait, on n'ose pas forcément. On se dit, oh, on m'a donné un travail, on m'a fait une fleur, merci, merci. Alors que, en fait, votre patron, s'il vous a embauché, c'est qu'il a besoin de vous. Donc, et en général, ils aiment bien s'appuyer sur les femmes parce qu'elles sont multitask et qu'elles font tout en même temps. Donc, c'est plutôt des bonnes recrues en entreprise. Et, enfin, les hommes aussi, hein, mais voilà, le côté multitasking, je crois que, proportionnellement, les femmes ont encore plus cette capacité. Donc non, quand on vous donne un job, on ne vous fait pas une fleur. On vous embauche parce qu'on a besoin de vous. Et donc, reconnaissez que vous avez ces talents et que vous avez ces ressources en vous. Alors, moi, je pense que les premières aussi à douter qu'elles peuvent réussir, s'épanouir et être heureuses, ce sont les femmes. Parce que l'écueil en fait, des femmes aujourd'hui, c'est de penser que réussir, ça veut dire devenir un homme comme les autres. Et donc, singer, j'allais dire, les modèles masculins, notamment dans le monde du travail. Et au lieu d'inventer ses propres modèles de réussite. Et du coup, ce rapport à la valeur intrinsèque, enfin, le fait que les femmes ne croient pas en leur valeur, c'est aussi beaucoup lié au fait que je n'ai pas de valeur puisque je ne suis pas comme tel chef d'entreprise, etc. Donc, alors que c'est complètement absurde, je pense. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que le féminisme, tel qu'il a été conçu au départ, c'était peut-être une étape nécessaire. Voilà, les femmes avaient besoin d'aller se confronter au monde des hommes, au monde du travail, pour voir si elles avaient les ressources, si elles étaient capables de réussir. Elles l'ont fait. Au bout d'un moment, elles ont vu qu'il n'y avait pas forcément que de la lumière au bout du tunnel. Mais elles ont aussi trouvé des joies. Donc, il n'y a pas eu que des choses négatives. Et aujourd'hui, il y a eu ce test-là. Et qu'est-ce qu'on invente de nouveau ? Et en fait, je pense que vous êtes la génération des femmes qui vont inventer quelque chose de nouveau. Et peut-être la génération où les femmes vont habiter pleinement le fait d'être femmes dans toutes les dimensions. Par ailleurs, Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je pense que vous avez toutes les ressources en vous. Et je me rends bien compte que pour les mamans, la question de l'éducation, c'est un très grand stress. Parce que, Hélène l'a dit très bien tout à l'heure, maintenant il faut faire de l'éducation positive, il faut que les enfants mangent bio, c'est encore plus, on est encore plus dans la performance qu'on l'est dans le monde du travail. Et est-ce que la performance, c'est une valeur intrinsèquement féminine ? Est-ce qu'on a envie d'être dans la performance ? Ou est-ce qu'on a envie d'autre chose ? Est-ce qu'on a envie plutôt d'harmonie ou de performance ? Ça, je n'ai pas la réponse pour vous, en fait. C'est à vous, chacune individuellement, de vous poser la question. Mais vous n'êtes pas obligé de vous laisser imposer les codes de la performance. Vous avez une liberté. Ensuite, on voit bien quand on est mère, moi je trouve ça assez incroyable quand je vois les mamans, c'est que les enfants qu'on a, c'est des nouveaux défis dans notre vie. Et récemment, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Emmanuelle et qui a un enfant bulle. Et donc, son enfant, il est comment dire en fait, il a des infections tout de suite. C'est un enfant qui est extrêmement fragile. Il se cogne. Il a la moindre. On touche sa peau, il va avoir un énorme bleu. Tout est. Et du coup, cet enfant, il demande 2 fois plus d'attention qu'un autre enfant, j'allais dire plus normal. Du coup, elle a dû révolutionner sa vie. Parce qu'elle a eu cet enfant, elle n'en a pas 5, elle en a 2, mais elle a un enfant qui demande une présence beaucoup plus grande.
Donc là, on voit bien les limites de je vais remplir tous les rôles. Parce que quand on a un enfant, en fait, ça bouscule, quoi. Et en même temps, pendant tout un temps, elle s'est complètement dévouée à son enfant, jusqu'à ce qu'elle fasse une sorte de burn-out. Et là, elle a compris, mais en fait, oui, j'ai cet enfant-là, ça fait partie de ma vie, c'est un certain nombre d'enjeux, enfin de défis, mais c'est aussi un certain nombre de joies, et je découvre des ressources insoupçonnées en moi, je découvre des talents dont je n'avais pas conscience dans mon expérience de maman. Et donc, du coup, elle en a fait quelque chose. Elle a écrit un livre, elle a créé des groupes de mamans, enfin bon, voilà. Mais du coup, et puis elle a essayé aussi de trouver ses sources de ressourcement. Comment je me remplis pour pouvoir mieux me donner. Et donc, ce que je voulais redire aux femmes, c'est que les femmes sont plus naturellement dans l'oblation, le don d'elles-mêmes, mais nous sommes des vasques et on peut donner que ce qui déborde. On ne peut pas donner quand on est à fond de cale. Et souvent, on est à fond de cale, on remet un petit peu d'essence et on repart, on est de nouveau à fond de cale et en fait, on avance un peu par à-coups. Et en fait, pour pouvoir vraiment se donner, eh bien, il faut être rempli. Donc, cette question de mon épanouissement en tant que femme, elle est logique, puisque quand je serai parfaitement remplie, je pourrai... Enfin, quand je suis remplie, je suis heureuse, je suis épanouie, mais je peux mieux me donner à ma famille, dans mon travail. Et les choses coulent de source plus naturellement. Donc, j'ai deux, trois petites choses à vous dire, parce qu'on arrive sur la fin. Pour aller plus dans le cœur du sujet, c'est cet équilibre de vie, ce qui fait que vous allez être remplie pour mieux vous donner, il est différent pour chacune. Ce n'est pas le même pour moi, c'est pas le même pour Hélène, c'est pas le même pour Marie, c'est pas le même pour Laetitia, enfin pour voilà toutes les femmes qui sont là, je suis les intervenantes devant. Et c'est pas le même parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, les mêmes talents, les mêmes ressources, les mêmes envies, les mêmes contraintes. Et du coup, c'est un équilibre subtil. Et quelque part, votre premier travail en tant que femme, c'est d'aller trouver, mais moi, quels sont mes besoins et mon désir profond ? Comment créer mon équilibre à moi pour m'épanouir et être heureuse dans ma vie de femme, et du coup rendre heureux mes enfants, mon mari, mes collègues, mes amis. Je tiens à préciser une chose, ça n'est pas, je redis encore une fois, ça n'est pas absurde de vouloir s'épanouir dans un travail, puisque les deux besoins fondamentaux de l'être humain, ça c'est du coaching, c'est être aimé et être reconnu. Donc vous voyez, on est un peu dans ces défis-là. Donc être aimé, ça passe beaucoup par la famille, etc. Mais être reconnu, oui, on a besoin que ça vienne parfois d'un épanouissement au-delà du foyer. Donc, pour conclure, parce qu'on arrive sur la fin, je n'ai pas le temps de développer avec vous la pédagogie du désir, mais moi, ce que je fais vivre dans mes sessions, c'est que je prends le temps de reconnecter les femmes à leur désir profond. Le désir, c'est pas un gros mot. Le désir, c'est quelque chose qui met en mouvement. C'est quelque chose qui est extrêmement créatif. C'est quelque chose qui s'apprivoise, se comprend, s'interroge, se traduit. Donc moi, j'ai créé toute une pédagogie du désir, apprendre à reconnaître ses désirs profonds, apprendre à dissocier ses envies du moment, à les relire pour comprendre ce qu'ils nous disent de notre désir profond, apprendre à gérer le facteur temps, enfin voilà, un certain nombre de choses. Venez dans les ateliers, vous découvrirez. Pourquoi je dis ça ? Parce que tant qu'on n'a pas trouvé, mais en fait, au fond, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ? Eh bien, on ne va pas répondre à cette question de l'épanouissement. Et donc, de vous autoriser en tant que femme à « mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?» Mais au fond, c'est quoi la vie que j'ai envie de construire ? Et c'est une bonne question. Ce désir, le problème, c'est qu'on essaye d'y répondre de manière mentale. On pense que c'est notre cerveau tout-puissant, et on est dans un monde occidental qui valorise beaucoup le mental, qui va y répondre. Mais votre cerveau, il n'a pas toutes les réponses. S'il n'est pas relié à votre cœur, donc votre vie émotionnelle, relationnelle, relié à votre corps, qui vous donne des messages sur ce que vous ressentez. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, l'unité de vie, elle est au cœur de cette réponse. C'est quand on retrouve ce lien tête-cœur-corps, cette unité. Donc voilà, après, il y a toute une pédagogie pour retrouver ça. Que voilà, on va retrouver son ancrage, on va retrouver le lieu où on doit se poser dans son centre pour laisser jaillir les rayons, et pour rayonner dans toute notre vocation de femme et notre mission singulière. Et la dernière petite chose que je voulais vous dire, j'ai deux choses que je voulais vous dire en conclusion. J'ai bien conscience que là, ce sont des mots et qu'après, il va falloir les mettre en place de manière concrète. C'est pour ça qu'il y a plein de propositions. Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui font des choses extraordinaires, donc n'hésitez pas à découvrir ce qu'elles proposent.
C'est 2 choses, c'est soyez dans votre souveraineté. Vous n'êtes pas des victimes, vous ne subissez pas votre vie. Ça, c'est un défaut féminin, le côté victimaire. Je pense que c'est important que vous soyez dans votre souveraineté et que vous sachiez que toutes les femmes sont des héroïnes et que vous êtes responsables de votre vie et de la manière dont, même s'il y a des choses qui vous arrivent, ce n'est pas ce qui nous arrive qui font qu'on subit. Notre souveraineté et notre responsabilité, le côté héroïque, j'allais dire, des femmes, c'est la manière dont on accueille ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, mais on peut contrôler ce qu'on va en faire. Contrôler n'est pas le mot, mais on peut transformer. Ça, c'est la première chose. Et donc, vous êtes souveraine, ça c'est important de le redire. Et ensuite, la deuxième chose, c'est, ça, d'autres intervenantes en parleront de ce rapport au temps, c'est qu'il faut accepter parfois le vide. Il y a des moments où on est entre deux. Il y a des moments où on s'est arrêté un temps pour s'occuper de ses enfants, le moment de reprendre le boulot se crée, il y a un manque, il y a une envie, il y a un désir. C'est bon parce que c'est dans le vide que le désir apparaît et c'est parce qu'il y a du vide qu'on peut faire quelque chose de nouveau. Donc n'ayez pas peur de ces moments où il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui sont entre deux, en train de se dire « mais qu'est-ce que je vais faire ?» C'est précieux, écoutez ce moment-là. Et voilà. Et ma petite conclusion, et je vais laisser Guillaume reprendre, c'est notre vie extérieure est le reflet de notre vie intérieure. Donc, en fait, on ne peut pas travailler sur les événements extérieurs, on peut travailler sur l'intérieur. Et donc, c'est à ça que je voudrais vraiment inviter les femmes. C'est d'abord cette unité intérieure, cette écoute intérieure, et de là va rayonner, vous allez avoir les solutions, vous allez voir. Les choses vont venir plus naturellement. Voilà, en conclusion. Merci infiniment, Claire. Merci beaucoup, Claire, de nous rappeler, de vous rappeler, à vous, mesdames, mesdemoiselles, cette importance du désir, cette importance du choix. J'invite maintenant Véronique Destinto à me rejoindre sur scène. Véronique, bonjour. C'est à vous bientôt. Voilà, Véronique, vous êtes mère de 4 enfants. Voilà, mère de famille, diplômée de l'ESSEC et de l'Université de Chicago, un PhD en psychologie de la décision. Vous en parlerez peut-être rapidement. Ce n'est pas de la psychologie clinique. Voilà. Est-ce que vous avez bien allumé votre micro? Voilà, Véronique, vous accompagnez les jeunes dans la construction de leurs projets personnels et professionnels depuis plus de 10 ans. Vous avez créé Au fil de vos choix en juin 2017 afin d'élargir cet accompagnement à toute personne ayant vécu des interruptions dans leur parcours professionnel et désireuse de se réorienter. Vous êtes également cofondatrice de Parents et Talents. Véronique, vous allez nous parler d'une question de mots. Exactement. Voilà, et la parole est à vous, Véronique. Je veux bien le petit... Merci. Hier encore, j'ai entendu quelqu'un dire « j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants ». Et tout de suite aussi, d'ailleurs, Claire l'a dit également. Si on veut que les choses changent, il y a du boulot. Cette expression m'a toujours interpellée parce que, à cause de ce qu'elle sous-entend. Est-ce qu'on veut dire que les femmes qui travaillent ne s'occupent pas de leurs enfants, ou bien que celles qui ne travaillent pas, celles qui s'occupent de leurs enfants ne travaillent pas, et auquel cas, que font celles qui s'occupent des enfants des autres? Toujours est-il que quand on m'a proposé d'intervenir aujourd'hui, c'est cette phrase qui m'est venue immédiatement à l'esprit, parce que j'ai fait un lien avec la psychologie de la décision et avec les résultats des recherches qui montrent que le résultat d'une décision est différent selon qu'on présente les conséquences sous la forme d'un gain ou sous la forme d'une perte. Et donc, je me suis demandé quel impact pouvait avoir l'expression « arrêter de travailler » sur la décision de devenir femme au foyer. Je vais commencer par analyser un peu plus en détail cette expression. Je ferai ensuite un détour par la psychologie de la décision. Et puis, je reviendrai à cette question de la formulation utilisée. Arrêter de travailler. De quoi s'agit-il? En fait, on parle d'un choix entre 2 options.
Être en activité professionnelle ou devenir femme au foyer. Plus exactement, être en activité professionnelle à l'extérieur ou être au foyer sans activité professionnelle. Mais la formulation qui est toujours utilisée pour désigner l'option au foyer, c'est « arrêter de travailler ». Donc cette option n'est jamais présentée pour elle-même, mais elle est toujours présentée comme le passage d'une situation à une autre et toujours en référence au travail. Et curieusement, quand il s'agit de faire la démarche inverse, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui va du foyer à une activité professionnelle, jamais je n'ai entendu personne dire « j'ai arrêté d'être au foyer ». Alors, arrêter de travailler, c'est abandonner son travail, c'est-à-dire abandonner une activité et un statut. Et c'est également abandonner les satisfactions qui peuvent aller avec, donc la reconnaissance sociale, les revenus bien sûr, la possibilité de s'épanouir personnellement et aussi la possibilité de se projeter dans une carrière. Ça fait beaucoup de choses à abandonner. Et ce qui est frappant, c'est que cette expression est utilisée par les femmes qui se posent la question du choix, de ce choix, mais elle est aussi utilisée par les femmes qui sont au foyer et parfois même depuis longtemps. Elles continuent à dire « j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants ». Alors, que nous dit la psychologie de la décision sur la façon dont sont évalués les gains et les pertes ? La recherche sur l'impact psychologique des gains et des pertes a démarré dans les années 70 et elle a donné naissance à un nouveau courant, un nouveau domaine de l'économie qui s'appelle l'économie comportementale. Elle a été récompensée par 2 prix Nobel. En 2002, c'est Daniel Kahneman qui a eu le prix Nobel pour ses travaux. Et lundi dernier, c'est Richard Thaler qui vient d'avoir le prix Nobel d'économie. Et tous les deux sont les pionniers de l'économie comportementale qui est née de ses travaux en psychologie de la décision. Alors, pour aller à l'essentiel, voici 3 phénomènes clés identifiés par ces recherches. Les gains et les pertes sont traités de façon différente par le cerveau. Ça a été confirmé aussi par des expériences en neurosciences plus récemment. Ensuite, quand on évalue une option, on ne l'évalue pas dans l'absolu, mais on l'évalue en termes de changement par rapport à un point de référence, et on l'évalue comme un gain ou comme une perte par rapport à ce point de référence. Et enfin, dernier point, on est beaucoup plus sensible à un changement négatif par rapport à un point de référence qu'à un changement positif de même ampleur. Et c'est ce qu'on appelle l'aversion aux pertes. Je vous donne un exemple pour illustrer ceci. Cet été, ma voiture est partie à la casse à la suite d'un accident. J'ai reçu un courrier de l'expert qui m'indiquait sa valeur estimée. Ensuite, j'ai reçu un courrier de l'assurance qui m'a donné le montant qui allait être remboursé. Alors, c'était la valeur de l'expert moins une franchise de 400 €. Et finalement, et c'est toujours persistant aujourd'hui, dans l'affaire, j'ai l'impression d'avoir perdu 400 €. Ce qui est complètement idiot, parce que finalement, le vrai montant qui compte, c'est le montant qui m'a été remboursé. Mais sans m'en rendre compte, j'ai pris comme point de référence la valeur donnée par l'expert et la franchise, je la ressens comme une perte. Comme quoi, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, la conséquence de l'aversion aux pertes, c'est qu'on a beaucoup plus tendance à vouloir éviter une perte qu'à rechercher un gain. Ces processus psychologiques ont été formalisés par la théorie des perspectives, et donc, où 2 notions importantes apparaissent. Vous avez le point de référence, qui sert à interpréter une situation en termes de gain ou de perte, et vous avez la courbe qui traduit l'impact psychologique différent des gains et des pertes. Et vous voyez ici qu'une perte de 100 € a une valeur psychologique négative qui est le double du gain, de la valeur psychologique du gain de 100 €. Et c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Alors, ce schéma permet de comprendre pourquoi finalement, le résultat de la décision n'est pas le même quand on présente une même information sous la forme d'un gain ou sous la forme d'une perte. Par exemple, supposez que vous ayez un problème cardiaque et que le chirurgien envisage de vous opérer. S'il vous dit, sur 100 personnes qui subissent cette opération, 90 sont toujours en vie dans les 5 ans qui suivent, vous allez probablement décider de vous faire opérer. Par contre, s'il vous dit, sur 100 personnes opérées, 10 sont morts dans les 5 années qui suivent. Alors là, vous allez y réfléchir à 2 fois.
Vous allez peut-être hésiter, peut-être décider de ne pas vous faire opérer. Vous voyez bien que c'est exactement la même information, présentée dans un cas sous forme de gain, et dans l'autre cas sous forme de perte. Donc ça suffit à inverser le choix. Alors, d'où proviennent les points de référence? Alors, d'une façon générale, ils sont suggérés par le contexte et induits par les formulations utilisées. Une expérience a été faite avec des étudiants, elle a été reproduite des centaines de fois dans des contextes différents. On a donné à la moitié d'une classe un mug marqué au logo de leur université et on a dit aux autres des étudiants de bien regarder le mug. Ensuite, on a dit à ceux qui possédaient un mug qu'ils pouvaient vendre ce mug s'ils le souhaitaient et à ceux qui n'en avaient pas qu'ils pouvaient en acheter. On a ensuite présenté différents montants aux étudiants et on leur a demandé à chacun, pour chacun de ces montants, d'indiquer si, pour ceux qui pouvaient vendre le mug, s'ils étaient prêts à le vendre pour chacun de ces montants, et ceux qui pouvaient l'acheter, s'ils étaient prêts à l'acheter pour ce prix-là. Le résultat, c'est que ceux qui possédaient un mug ont donné un prix qui était le double, en moyenne, pour vendre ce mug, et ceux qui étaient prêts à l'acheter l'estimaient à la moitié de la valeur de ceux qui étaient prêts à le vendre. Pourquoi? Parce que ceux qui le possédaient, ils l'ont possédé 5 minutes. Ceux qui le possédaient, en fait, ressentaient comme une perte le fait d'avoir à vendre ce mug. Alors ça, c'est une technique qui est connue depuis très longtemps par les marchands de tapis. Je ne sais pas si vous avez des marchands de tapis qui sont quelquefois venus chez vous, mais ils insistent toujours pour rentrer avec leur tapis et étaler leur tapis dans votre salon. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'à partir de là, c'est gagné. Si le tapis est chez vous, dans votre salon, vous allez vous ajuster votre point de référence psychologiquement et vous allez en quelque sorte commencer à posséder ce tapis. Et au moment où le marchand de tapis va commencer à rouler son tapis pour repartir, vous allez ressentir un fort sentiment de perte et ça va être beaucoup plus difficile pour vous de résister à l'envie d'acheter ce tapis. Même chose pour les marchands de voitures, qui insistent tellement pour que vous essayiez leur voiture quand vous venez regarder les voitures, que vous envisagez d'en acheter une. Ils savent qu'une fois que vous l'avez essayé, vous allez avoir du mal à repartir sans avoir acheté la voiture. Alors, l'effet produit par ces variations de points de référence s'appelle l'effet de cadrage. Alors, il est très utilisé en marketing et en technique de négociation. Vous avez ici un yaourt. Alors, c'est le même yaourt. Et dans un cas, il est indiqué qu'il contient 20% de matière grasse. Dans l'autre cas, on vous dit qu'il est allégé à 80% en matière grasse. Vous voyez bien que celui de droite est beaucoup plus attractif que celui de gauche. Et en plus, les expériences montrent que sa qualité est perçue comme étant supérieure à celui de droite. Alors, que faut-il retenir ? Alors, 3 choses. C'est que la formulation utilisée détermine si les conséquences d'un choix sont perçues comme un gain ou comme une perte. Deuxièmement, l'impact psychologique d'une perte est beaucoup plus fort en proportion que celui d'un gain. Et enfin, le résultat d'une décision dépend du point de référence induit par le contexte. Alors vous comprenez peut-être pourquoi maintenant je me suis posé cette question de savoir quel impact avait cette formulation « arrêter de travailler » sur le choix de devenir femme au foyer. Alors revenons effectivement sur cette formulation, parce que dire « arrêter de travailler », c'est induire un point de référence, qui est le travail. Et ensuite, c'est présenter la situation comme une perte par rapport à ce point de référence. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus que simplement dire on met l'accent, on attire l'attention sur les conséquences négatives de cette option. C'est vraiment activer ce mécanisme de l'aversion aux pertes. Et cela provoque une résistance au changement et une réticence à l'égard de l'option femme au foyer. D'autant plus que la contrepartie qui est avancée et qui est s'occuper de ses enfants ne fait pas le poids pour contrebalancer cet effet de perte, dans la mesure où elle est présentée de façon neutre et très vague. Alors le résultat, c'est que l'évaluation relative des 2 options, quand on fait ce choix, est biaisée et que cette formulation « arrêter de travailler » entretient en plus cet effet de perte chez les femmes qui sont au foyer et contribue probablement à faire qu'elles se sentent parfois dévalorisées.
Alors, pourquoi le travail est-il un point de référence aussi ancré dans la société et dans nos esprits ? Alors, les points de référence sont induits par de multiples facteurs qui sont présents dans l'environnement de la décision, notamment le statu quo, le contexte, la formulation du choix, les normes sociales, la comparaison sociale et les objectifs et les aspirations personnelles qu'on peut avoir. Donc finalement, en général, le point de référence le plus naturel, c'est le statu quo. Donc pour les femmes qui ont une activité professionnelle, c'est assez naturel qu'elles utilisent le travail comme point de référence. Mais pour celles qui sont au foyer, en fait, tout concourt à faire du travail un point de référence omniprésent. Et parce qu'il est devenu une norme sociale, il correspond à des tranches de vie. Quand on sait que 80% des femmes ont une activité professionnelle et que 8 femmes au foyer sur 10 ont déjà eu une activité professionnelle et que la plupart travaillaient au moment de la naissance de leur premier enfant et que beaucoup se projettent dans une activité future. Et de plus, quelle est la première question qu'une femme qui rencontre une autre femme pour la première fois va lui poser, à votre avis ? Et toi, est-ce que tu travailles ? Donc, que faire pour rééquilibrer les choses ? Je vous propose 3 pistes d'action. D'abord, arrêtez de dire « arrêtez de travailler ». C'est facile, c'est simple, mais il faut le faire. Ensuite, adoptez des formulations qui présentent le passage d'une activité professionnelle à la vie au foyer sous la forme d'un gain. Donc, toujours en référence au travail, puisqu'on est en train de parler de ce choix et du passage d'une situation à une autre, mais sous la forme d'un gain, en mettant en avant des conséquences positives. Par exemple, on peut dire « je me rends plus disponible pour ma vie de famille ». Et enfin, 3e piste d'action, il s'agit de faire... Oh là, il y a eu un problème là. Il s'agit de faire de la situation au foyer un état de référence au même titre que l'activité professionnelle. Et donc de nommer effectivement cette situation « je suis au foyer », elle est au foyer. Et de donner plus de visibilité à la vie au foyer et à son contenu, à ses richesses, pour qu'elle soit perçue sous un angle différent. Et si on fait évoluer la perception de la vie au foyer, cela permettrait aux femmes qui sont au foyer, ah oui, là ça a complètement bougé, hein, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé, aux femmes qui sont au foyer, d'être confortées dans leur choix et d'être valorisées, plus valorisées, et d'utiliser naturellement la situation qui est la leur, qui est le statu quo, comme point de référence pour aborder éventuellement cette question de choix par la suite. Pour celles qui sont en train de se poser la question du choix, elles seraient plus sensibilisées au gain. Quand elles sont face à ces 2 options, elles seraient plus sensibilisées au gain qu'il y a à passer à devenir femme au foyer. Et quand on a plusieurs points de référence possibles, on peut très bien mentalement simuler, c'est comme l'histoire du marchand de tapis, vous voyez, se mettre en situation de femmes au foyer et en situation d'activité professionnelle. Et en jouant sur ces 2 points de référence, on peut contrebalancer tous ces effets qui sont dus à l'aversion aux pertes et donc rééquilibrer l'analyse de la situation et donc faire des choix moins biaisés. Alors, quant aux femmes qui sont en activité professionnelle, elles pourraient peut-être, je me demande si elles pourraient devenir moins culpabilisées. Je me demande si au sentiment de culpabilité qu'elles expriment quelquefois ne se mêle pas un sentiment de perte. Et si elles avaient conscience de ces effets de cadrage, peut-être se sentiraient-elles moins culpabilisées. Bon, c'est une hypothèse. Alors, pour résumer, vous connaissez maintenant l'effet de cadrage et l'aversion aux pertes. Ce sont 2 des multiples biais cognitifs qui viennent perturber la qualité de nos décisions et de nos choix. Alors, malheureusement, il ne suffit pas de les connaître pour les éliminer. C'est comme, vous savez, le sparadrap du capitaine Haddock. Hein. Ça reste, on ne peut pas s'en débarrasser. Par contre, si on en a conscience, on peut être plus lucide et on devient moins facile à manipuler si on a conscience de ce qui se produit. Alors, le challenge à relever, c'est de faire de la vie au foyer un véritable point de référence alternatif à ce point de référence du travail. Et donc, il faut l'utiliser comme point de référence. Et ensuite, le 2e challenge, c'est de présenter le choix de devenir femme au foyer sous l'angle d'un gain, pour que chacun puisse se sentir plus libre dans ses choix.
Alors, comment faire? Quelle formulation adopter, me direz-vous? Alors, j'espère que ce... Voilà. Alors, voici quelques exemples ici. Vous voyez, pour présenter le passage d'une situation d'activité professionnelle à une situation au foyer, le présenter de façon affirmative, comme un choix, comme une décision, et en présentant ce qu'on y gagne, en présentant les aspects, les conséquences qui sont des conséquences positives. Par exemple, je veux avoir plus de temps avec ma famille, j'ai décidé de me rendre plus disponible pour mes enfants. Donc là, c'est en référence au travail. Et puis, si on veut faire de la situation au foyer un point de référence également, alors là, il faut être affirmatif et décrire la richesse de la vie au foyer de façon affirmative. Donc, sans aucune référence à la situation du travail. Donc, je prends le temps de me poser pour définir mes priorités. J'ai du temps pour mes projets personnels. Alors, ce ne sont que quelques exemples. Et là, je vous propose quelques pistes de réflexion et quelques pistes pour que vous puissiez, vous, construire vos propres formulations à partir de vos expériences personnelles, de vos préférences. Donc c'est un peu comme des briques, vous voyez, donc j'ai mis quelques axes à envisager, et donc à chaque fois, avec ces doubles possibilités, ces phrases qui permettent de montrer que devenir femme au foyer est un gain, sous certains angles, et que être au foyer est une situation de référence qu'il faut utiliser au même titre que d'autres situations de référence dans sa vie. Et donc, si vous utilisez de nouvelles formulations que vous allez pouvoir construire vous-même, si vous observez des changements autour de vous et des réactions, eh bien, je serais très contente que vous m'en fassiez part à l'occasion. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup pour la clarté de votre exposé. Je pense que vous ne direz plus jamais « j'ai arrêté de travailler ». Voilà donc quelques définitions en psychologie rationnelle. Nous allons passer la parole à Marie Oliveau, qui installe son micro. Donc voilà, Véronique, qui, je rappelle, est fondatrice de Au fil de vos choix et de Parents et Talents. Merci beaucoup, Véronique. Marie Oliveau, c'est à vous. Bienvenue. Merci beaucoup. Mettez le fil derrière. Hop là. Voilà. Mettez-vous à l'aise. Bienvenue, Marie. Merci. Marie, vous êtes mère de 5 enfants. Vous êtes diplômée de l'ESCP. Et vous avez fondé, vous dirigez Talent sur mesure, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans le travail flexible. Et vous allez nous parler des parcours atypiques et de la valorisation des compétences. Marie, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci. Tout a commencé lorsque j'ai refusé un poste. J'attendais notre premier enfant. J'enseignais quelques jours par mois dans une école de commerce que l'on vient de citer. Et nous envisagions d'aller aux États-Unis, où j'ai retrouvé Laetitia plus tard. Dans ces conditions, le poste que l'on me proposait temps plein au bureau n'allait pas pouvoir marcher. Le sur-mesure a changé la donne. J'ai proposé et effectué une mission de 5 mois pour mettre en place le service communication de cette start-up et recruter ensuite la personne qui allait prendre ma succession. D'autres postes ont suivi, temps partiel, télétravail, management de transition. J'ai eu envie de partager ça. J'ai eu une petite période de 6 ans quand même, où j'ai choisi, comme nous disait Véronique, de me rendre plus présente à ma famille. Et ça a été une période riche d'enseignement pendant laquelle j'ai rencontré des profils passionnants, des personnes avec des parcours passionnants, mais qui hésitaient justement, qui avaient du mal à faire ce choix et qui se disaient un peu tiraillés quand même. Pas question
de laisser mes enfants complètement, de retravailler autant d'heures qu'avant. Alors je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour partager cette vision du sur-mesure et mettre en place des solutions qui seraient à la fois utiles pour des entreprises et pour des talents. Pour des entreprises, parce que je rencontrais aussi pas mal de chefs d'entreprise qui se disaient finalement assez débordés. J'aimerais bien me consacrer à mon développement commercial, mais l'administratif prend tellement de temps, ou bien j'ai du mal à recruter. J'ai du mal à recruter des personnes engagées. J'aimerais bien trouver des gens qui sont contents d'aller au travail. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Aussi pour ces personnes qui, justement, avaient du mal à choisir leur solution. Alors, maintenant, après 5 ans, il y a 5 ans, j'ai créé Talent sur mesure, en 2012, un cabinet de recrutement spécialiste du travail flexible. Et aujourd'hui, après une centaine de missions réalisées, et avec plus de 1500 personnes inscrites dans notre vivier de talents pour travailler autrement, je voudrais partager avec vous quelques enseignements de cette expérience. Premier enseignement, si la slide veut bien passer. Non. Alors, est-ce que je vais le faire comme ça peut-être? Voilà, je vais le faire à l'ancienne. Ça va rejoindre ce que disait Claire, soyons à l'écoute de nos besoins. Et en fait, à l'écoute de nos besoins, ça marche aussi bien pour les talents que pour les entreprises. Quels sont mes besoins profonds? Je vais vous donner quelques exemples. Alors, je continue. Je voulais vous dire que très souvent, il n'y a pas forcément de solution idéale. On est tous capables de concessions, mais finalement, si on ne se pose pas la question de quel est mon idéal, on n'arrivera jamais à imaginer quelque chose qui va être notre solution. Alors, vous pouvez avoir, chacun est unique. Vous pouvez avoir chacun des priorités, des besoins plus fondamentaux. Pour Sabine, c'était la stimulation intellectuelle, une certaine sécurité et une certaine autonomie. Sabine est masseuse shiatsu. Elle aime beaucoup son métier, qui lui demande beaucoup d'énergie physique quand elle apporte ses massages à des personnes qu'elle accompagne. Ce métier ne la faisait pas vivre. Elle avait besoin d'une certaine sécurité financière. Et finalement, ce métier est très physique. Et elle avait besoin, du coup, merci beaucoup, d'une stimulation intellectuelle. Elle avait vraiment envie de ça. En toute autonomie, finalement, parce que pour pouvoir concilier les deux, il fallait que ce soit avec de l'autonomie. Elle est devenue rédactrice, freelance, pour des logiciels d'ancrage des connaissances. Elle peut faire ça le soir si elle le souhaite. Elle peut, du coup, aménager son temps de travail. Je vais vous parler aussi de Véronique. Véronique a fait une grande école de commerce. Et elle a 4 enfants en bas âge. Et son souhait, c'était vraiment de limiter la charge mentale, la fameuse charge mentale dont on parle beaucoup en ce moment. Et donc, elle me disait, mais j'aime beaucoup classer, ça m'apaise. Elle a cherché un travail et eu un travail à 3/5 en tant qu'assistante. Et je peux vous dire que son patron est vraiment ravi de la voir parce qu'il lui confie des projets vraiment intéressants. Et elle, quand elle a quitté son travail, elle est vraiment présente à sa famille. Son travail ne la suit plus intellectuellement chez elle. Je voudrais aussi vous parler de Charlotte. Charlotte, elle est directrice marketing. Elle travaille à plein temps, mais elle s'est arrangée avec son employeur pour pouvoir télétravailler pendant les vacances scolaires. Ses enfants sont plus grands. Elle n'avait pas envie de les mettre dans des colos tout le temps. Elle avait envie d'être présente et en même temps, il ne l'empêche pas de travailler. Donc c'est une bonne solution pour elle. Et puis, je vais vous parler aussi d'Aurélie. Aurélie, elle habite dans le sud de la France. Elle est comptable, elle est gestionnaire paye et elle travaille pour un expert comptable qui est en région parisienne. Elle a réussi à trouver une solution qui lui permettait de rester dans une forme de travail, d'avoir cette autonomie, tout en restant dans son endroit un peu isolé. Et finalement, ces besoins,
il nous intéresse aussi de savoir quels sont les besoins et les attentes des entreprises. Parce que vous allez voir à quel point nous sommes nécessaires, utiles en entreprise. Alors là, je vous parle de Fabienne. Fabienne est une coach. Un jour, elle m'a appelée en disant « Je suis au bord du burn-out. Je suis complètement épuisée. J'aimerais pouvoir me concentrer sur ma valeur ajoutée, qui est le coaching. Et vraiment, tout l'administratif me pompe une énergie dingue. Je n'y arrive pas, je le fais mal. » Et c'est comme ça qu'on lui a trouvé quelqu'un pour être son assistante. Et alors, à temps variable, parce qu'en fonction des besoins, elle fait plus ou moins d'heures, entre 3 et une quinzaine d'heures par semaine. Elle est à son compte. Du coup, elle a répondu à ses demandes. Maintenant, je vous parle de Camille. Camille est directrice d'une ONG. Pour attirer, fidéliser des talents, elle favorise le temps partiel et le télétravail. Ce sont vraiment des sources de motivation et de fidélisation. Vous n'allez pas me contredire. Le travail flexible ne s'applique pas que aux femmes. Christophe est devenu DRH 1 jour et demi par semaine de cette société. C'est David qui m'avait sollicité parce qu'il a un fonds d'investissement d'une 20aine de personnes et vraiment avoir toutes les casquettes du patron, c'est quand même assez lourd. Il voulait décharger son esprit du volet ressources humaines et le confier à un vrai expert. 1 jour et demi par semaine, c'est ce qu'il lui fallait finalement, après une phase de diagnostic. Et du coup, voilà, ça a été une solution pour cette entreprise également. Pierre, grossiste en voyage, m'a dit « J'aimerais vraiment qu'il y ait une constance de l'accueil de nos clients. » Et du coup, on lui a concocté du sur-mesure à nouveau. 3 assistantes différentes qui se sont réparties les semaines et les vacances de manière à assurer, à temps partiel chacune, un roulement, une présence, une complémentarité. Voilà le premier enseignement. Regardons les besoins de chacun d'entre nous en tant que talent, besoins des entreprises, parce que finalement, ce que nous pouvons leur apporter, c'est quelque chose qui correspond à leurs besoins. Deuxième enseignement, mais c'est pour qui ce travail flexible ? Pour vous, pour nous, pour celles qui le souhaitent, ceux qui le souhaitent. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Parmi les 100 premières missions de Talent sur mesure, voilà quelles sont les fonctions qui ont été pour lesquelles nous avons recruté. C'est aussi équilibré entre communication que marketing, finance, juridique. Vraiment beaucoup de fonctions sont concernées. Donc ça, c'est une chose, beaucoup de fonctions sont concernées. Et j'ai envie d'aller même au-delà. Non seulement ça concerne beaucoup de fonctions, mais ça concerne aussi des personnes qui ont plusieurs cordes à leur arc. Et je peux vous dire que les petites entreprises que j'accompagne apprécient particulièrement les personnes qui sont assez polyvalentes. Et qui, je vais vous donner un exemple, celui de Marie-Laure. Elle est venue me voir en me disant, voilà, moi je suis juriste, j'ai passé 10 ans en Angleterre, j'ai fait de l'intelligence économique, et je suis graphiste, et j'aimerais bien utiliser tout ça. Eh bien, elle a trouvé un terrain de jeu en étant bras droit d'une directrice de start-up qui, elle aussi, était au bord du burn-out. Et elle lui a apporté aussi bien de l'organisation d'événements que du graphisme, de la réalisation de plaquettes, du suivi comptable, etc. Mais vous allez me dire, finalement, certains ne se sentent peut-être pas des spécialistes d'une de ces fonctions que nous venons de nommer. Eh bien, il y a de la place aussi, parce que je pense que vous en êtes convaincus, mais quand on choisit de travailler à la maison auprès de ses enfants, on ne s'arrête pas de développer des compétences. Et on ne s'arrête pas d'être engagé et d'être notamment dans le bénévolat. Donc finalement, quand on a fait une levée de fonds pour une association, quand on a organisé un événement familial de 200 personnes, oui, ce sont des compétences de chef de projet. À la maison, on s'occupe des achats, du coaching, de l'enseignement, de chef de projet. Tout ça, ce sont des fonctions, des compétences transposables et valorisables et utiles dans le monde de l'entreprise. Chantal n'avait pas travaillé depuis 15 ans. Vous avez entendu comment je l'ai dit ? Elle avait arrêté de travailler. Non, elle avait continué à travailler. Elle s'était occupée de 7 déménagements, elle avait eu 5 enfants, elle avait fait plein de choses passionnantes. Elle était un petit peu hésitante à l'idée de reprendre un travail.
Elle me passait les 2-3 premiers mois où elle faisait un petit peu attention et elle n'était pas tout à fait sûre que sa compétence serait appréciée. Je pense qu'elle est convaincue maintenant. On lui a proposé une promotion, elle est devenue responsable du service client après s'être occupée du recouvrement. Oui, il y avait vraiment une place pour elle et je peux vous dire à nouveau que son patron apprécie énormément son engagement, son sens de l'organisation. Deuxième enseignement bis, comment valoriser ses compétences. J'ai juste 2 conseils à vous donner sur comment valoriser ses compétences. Faire une rubrique compétences dans le CV. Ça permet de valoriser justement toutes ces compétences que vous avez en vous et que vous aimez utiliser, surtout celles dont vous êtes fiers, que vous aimez utiliser. Et ça, c'est comme apporter sur un plateau ce que vous pouvez apporter à des entreprises. Deuxième conseil, pour la partie professionnelle, expérience professionnelle, plutôt que d'avoir de telle année à telle année, j'ai fait ci et j'ai fait ça, ce qui nous pose problème quand on a ce que l'on appelle un parcours atypique. Mettons des réalisations, disons ce que nous avons accompli. Et là, c'est vraiment à nouveau ce que vous pouvez apporter à des entreprises qui va être utile. Petite confidence, j'ai un parcours atypique, c'est vraiment la phrase que j'entends le plus parmi les talents. Donc, c'est très riche, bienvenue. Troisième enseignement, il y a 3 dimensions à la flexibilité. Et ça, c'est une chance. Le temps, on peut tout inventer entre temps partiel et temps complètement plein, 1 jour, 2 jours. Le lieu, télétravail au bureau, télétravail occasionnel, partiel. Et le statut, être à son compte ou salarié. Et vous imaginez la multiplicité des possibilités, c'est assez grand en fait. Et là, vraiment, on peut être créatif pour faire du sur-mesure, aussi bien pour l'entreprise que pour le talent. Joëlle est la première personne que Talent sur mesure a placée. Elle est directrice juridique depuis 5 ans. Elle avait arrêté de travailler parce qu'elle voyageait trop, elle avait envie de se consacrer à ses 2 enfants. Et bien là, elle a trouvé un 3/5e, elle télétravaille la moitié du temps, ce qui lui permet d'être très efficace quand elle est à la maison sur des contrats, sur de la réflexion, et elle est en CDI. Alexandra s'est mise à son compte, elle est assistante, l'assistante de Fabienne, celle qui était en burn-out. Elle travaille depuis chez elle, et elle est indépendante. Sandrine est à temps plein, elle est directrice de communication d'une ONG. Le mercredi, elle travaille depuis chez elle. Son grand garçon peut la voir, elle peut être plus présente à lui, ça fait toute la différence pour elle. Alors, j'ai envie de dire, quand on a défini, regardé, rêvé, imaginé, qu'on s'est autorisé à regarder quels étaient ses besoins, le champ des possibles est vraiment large et il y a un beau terrain de jeu pour être assez créatif. Donc le sur-mesure a permis à des personnes de changer de trajectoire et d'imaginer des trajectoires. Il a permis aussi à des entreprises de changer de business model et d'accompagner leur croissance. Donc maintenant, créons. Merci. Bravo, bravo et merci beaucoup Marie. Merci beaucoup de nous rappeler à tous de rêver et de vivre nos rêves. Nous sommes vraiment invités à vivre nos rêves. On vous retrouve Marie sur talentsurmesure.fr. Il est actuellement 11h moins le quart. On a donc réduit un tout petit peu notre quart d'heure de retard, ce qui est bien. Je nous propose 5 micro-minutes de respiration. Le temps en salle, bien sûr. Ceux qui ont leurs besoins, voilà. Juste le temps de respirer, de papoter avec sa voisine et son voisin, et le temps que le couple Ibon s'installe.